Bonjour à tous et bienvenue dans le premier des prix de la saison. On va revenir en longueur sur le Grand Prix de Bahreïn, le coup d'envoi de la saison 2024. J'attendrai évidemment vos avis et vos réactions en commentaire et vous savez que la qualité du spectacle, ce n'est pas la chose que je préfère juger en Formule 1, ni même la chose qui m'intéresse le plus. Mais il faut dire qu'hier, ce n'était pas un bon Grand Prix. C'était un Grand Prix ok, tout au plus, et pour lancer une saison, c'est pas top. Il n'y a pas eu de lutte pour la victoire, il y en a eu une toute petite pour le podium, il n'y a pas de moments forts qui resteront gravés au fur et à mesure des années, et il n'y a même pas eu des écarts si serrés que ça aux différents échelons de la course, donc c'est une petite déception. Voilà, on espérait clairement plus de choses à se mettre sous la dent, mais vous allez voir qu'on a quand même plein de choses à analyser, en tout cas. Évidemment, difficile de ne pas faire le lien avec la saison dernière, tellement c'était du copier-coller. On se dit qu'on est reparti pour 24 Grands Prix comme ça, et forcément quand on y pense, c'est un peu déprimant, du moins du point de vue du spectacle. Mais non seulement il n'y a pas que la victoire à regarder en Formule 1, et il y a plein de choses intéressantes quand on s'y intéresse, mais en plus dans cette F1 où le développement est vraiment primordial et dingue, très rapide, ça peut gagner 3 dixièmes tous les 3-4 Grands Prix, il faut jamais voir plus loin que 2-3 Grands Prix justement, ça peut être très vite renversé. Si une équipe s'arrête de développer, elle se fera dépasser largement très vite. Pour l'instant, on avait dit Red Bull est injouable et ce sera comme ça au moins jusqu'au Japon, là où il y aura les premières vraies améliorations, premières vraies nouvelles pièces. Et ensuite, à partir du Japon, on verra. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que sur ces premières courses, il n'y a pas photo. Laissons du temps au concept et à cette saison pour se développer. On ne sait pas, on ne peut jamais jurer sur l'avenir en Formule 1. Rien n'est encore sûr, même si, je vous l'accorde, ça repart comme l'an dernier et il n'y a pas trop de raison de penser que Red Bull ou Max viendraient affaiblir. Mais bon, on ne sait pas, on ne peut pas parier sur l'avenir. Et sachant également apprécier les bonnes choses qui, elles, sont bien présentes en Formule 1, c'est peut-être pas les choses les plus éblouissantes et les plus fortes qui font les meilleurs temps forts, mais c'est des choses qui sont profondément réjouissantes, à commencer par le fait que c'est extrêmement serré, comme jamais, principalement en qualification, en Q1, une seconde entre le premier et le dernier, c'est dingue, la moindre place, le moindre dixième perdu peut te coûter 3 positions sur la grille, et en vrai, ce niveau de compétitivité-là, on l'a jamais eu en Formule 1, c'est masqué par le fait que le vainqueur est toujours le même, mais derrière, c'est complètement fou. Il y a bien un resserrement, par exemple Alpine, dont on va évidemment reparler, est dans une situation catastrophique. La catastrophe d'Alpine, c'est qu'à 3 dixièmes près, Ocon était devant Hamilton en Q1. Il y a quelques années, être à 3 dixièmes du Mercedes, c'était un miracle. Donc, évidemment, Alpine, c'est pas bon, on va y venir, mais il faut tout remettre dans son contexte. La 8e force aujourd'hui est plus proche de l'intouchable Red Bull qu'il y a 5 ans, la 5e force était de la 3e. Vous voyez la comparaison, il faut savoir apprécier que ce resserrement, que ce plateau ultra compétitif, c'est comme quasiment jamais dans l'histoire de la F1. Avant, il y avait des écuries, et plus on remonte dans le temps, des écuries vraiment larguées et peu de suspense pour plein de places. Autre chose incroyable, c'est la fiabilité. Aucun abandon pour la première fois lors d'un premier Grand Prix, mais en vrai, les abandons, ça devient de plus en plus rare en Formule 1 aujourd'hui. Ça ne nous aide pas forcément à créer de beaux scénarios, à relancer les courses et à créer des surprises. Évidemment, ça manque un peu dans tout le sel du spectacle, mais en vrai, d'un point de vue purement froid, purement maîtrise, avoir su à ce point réduire l'aléa mécanique dans un sport aussi compétitif, c'est complètement fou. Voilà pour ce préambule. Évidemment, cette saison, on ne va pas mentir, si on s'ennuie et que les choses ne sont pas bien, on le dira, c'est une évidence. Malgré tout, moi je suis là pour suivre la Formule 1, j'ai envie de dire quoi qu'il se passe dans les courses, que la course soit un banger absolu dont on se souviendra dans 40 ans ou qu'elle était embêtante, je la vis et l'analyse de la même manière et c'est ce que je veux vous proposer sur la chaîne d'ailleurs. Encore une fois, je le répète, pour moi, la qualité, le suspense, tout ça, c'est des notions géniales en Formule 1. Et évidemment, plus il y en a, plus tout le monde se régale, plus ça intéresse du monde, et même moi, plus je trouve ça génial. Malgré tout, voilà, course embêtante, chiante ou pas, c'est des notions qui personnellement me passent un petit peu au-dessus, et je suis juste là pour analyser les perfs, ce qui s'est passé. Plus il y en a, mieux c'est, mais quand il n'y a pas grand-chose, on analyse quand même, parce que c'est ça la F1, c'est une compétition mécanique, une compétition automobile, et pas un cirque, pas une série télé. Voilà, faut toujours un peu garder ça à l'esprit. Je pense que c'est important dans ce premier Grand Prix où certains ont l'air de se dire qu'on est reparti pour un truc ennuyant. Peut-être, mais ça s'appelle juste la F1 et moi je serai là pour la suivre et l'analyser. J'espère que vous serez le plus nombreux possible avec moi. Et assez parlé, on entre dans le récap équipe par équipe de ce Grand Prix. On démarre tout en haut avec Red Bull qui signe donc un nouveau doublé. Bon, il n'y a
pas grand chose à dire à ce niveau-là, encore une fois. Ils ont tout changé et ça marche. Et en plus, pour l'instant, ils ne sont pas perturbés par l'affaire Horner. Alors, c'est plutôt logique parce que pour l'instant, il est toujours là, il n'y a pas eu de conséquences. Et puis en plus, même s'il partait demain, il n'y aurait pas d'impact sportif direct sur la voiture. Ça, c'est un truc qui se verrait plus dans le moyen long terme. Mais voilà, d'un point de vue purement sportif, c'est top, c'est magnifique. Quand on voit l'avance qu'ils ont, la performance de la voiture, c'est énorme. Et encore, ils ne sont pas tout à fait prêts, tout à fait affinés, tout à fait réglés. Ça fait peur. Voilà, c'est parfait. Quand on voit les commentaires de Max à l'arrivée, on comprend que la voiture, c'était un rêve à conduire. Et le bonus, c'est que comme on est en début de saison et qu'on est sur un circuit qui lui plaît plutôt bien, eh bien Sergio Pérez est là également et a pu ramener le doublé. Voilà, il prend 3 dixièmes et demi en qualif, 22 secondes en course. On a vu largement pire de sa part. Malgré tout, je tiens à dire quand même que l'an dernier, il ne prenait que 11 secondes sur l'ensemble de la course. Donc là, c'est le double. Ça prédit que ouais, dès que la saison va s'allonger, il va vivre des heures difficiles, surtout s'il y a de la concurrence et que Red Bull doit vraiment forcer sur Max. Mais voilà, ça reste une première course de rêve pour le clan Red Bull qui a été absolument parfait. Je mets quand même aussi un petit bémol, attention, quand on voit les temps gagnés par rapport à 2023, il n'y a que Alpine qui en a moins gagné qu'eux, c'est logique, vu qu'ils avaient déjà un temps de fou, donc forcément, mais ça montre bien quand même qu'il y a une sorte de petit plafond au développement de ces voitures et que plus on est haut, plus on a du mal à gratter du temps, donc je me dis qu'à un moment donné, les autres vont peut-être réussir à rattraper quasi totalement Red Bull, c'est possible, c'est pas improbable. Et d'ailleurs, on le voit, l'an dernier, ils avaient 38 secondes d'avance sur la première voiture non Red Bull à Bahreïn. Là, il y en a que 25 et la pole a été signée de manière non pas chanceuse, non pas surprise, mais un peu ric-rac, disons. Donc voilà, peut-être que l'avenir de Red Bull, c'est de commencer de plus en plus à se méfier de ce qu'il y a derrière. On sait aussi que voilà, il faut suivre cette affaire Horner, il faut suivre l'arrivée du concept zéro ponton entre gros guillemets au Japon, le développement. Voilà. Ils sont intouchables. C'est clair, mais pour l'instant, ça n'est que pour l'instant. Attention. Du côté de Ferrari, c'est très très bien. Déjà, j'ai envie de dire sur l'approche, sur la manière de faire, sur la manière d'avancer dans le week-end. Là-dessus, on sent que Frédéric Vasseur a apporté vraiment quelque chose de nouveau. Ferrari est calme, sereine et réussit quasiment tout ce qu'elle entreprend, les arrêts, tout ça. Franchement, très très propre. Et puis après, sur la performance pure de la voiture, bah on peut dire qu'ils ne se sont pas trompés cet hiver, que ça marche. La voiture, elle est déjà bien née, elle est déjà bien exploitée. Et finalement, ils sont plutôt proches de Red Bull, plus qu'ils ne l'étaient à cette époque l'an dernier. Et on l'a vu en qualification, la pole aurait pu, dû leur revenir, car c'est Leclerc qui a signé le meilleur temps de l'ensemble de la qualif, mais malheureusement c'était en Q2. Donc ils ont gardé ce point fort et ils ont amélioré le gros point noir qu'il y avait depuis plusieurs années, c'était qu'en course, sur le rythme, c'était moins bon et donc qui glissait. Là, ils avaient vraiment le deuxième meilleur rythme et c'était très bien. Dommage, il y a eu ce souci pour Charles Leclerc qui du coup qui était bien placé mais n'a pas pu aller embêter peut-être Sergio Pérez pour la P2. Avant la course, ils ont changé son écope de frein, et voilà, et Leclerc s'est plaint de réglages, je cite, débiles. Vasseur a parlé de température. Bref, avec les freins sur la voiture de Leclerc, il y a eu un petit raté, ce qui a gâché son début de course, beaucoup de blocage de pneus, notamment au virage 10, et ça lui a coûté du rythme sur l'ensemble de la course. Donc je pense que voilà, sans ça, les Ferrari pouvaient faire 3 et 4, bon ça ils l'ont fait, 2 et 4 peut-être au mieux. Ils n'ont pas perdu grand chose, mais voilà, petit détail à régler. Au final, Leclerc prend quand même la 4e place qu'il a su reprendre à George Russell et il y a 12 points quand il y en avait 0 au même Grand Prix l'an dernier, donc franchement c'est pas mal. Et en plus, Sainz lui a été complètement excellent, très proche en qualif, mais il en a peut-être manqué un petit peu dans l'instant décisif de la Q3, c'est un truc qu'on a un petit peu tendance à voir chez lui, mais son Grand Prix était vraiment excellent. Et à l'attaque, on a vite compris que lui n'avait pas le même souci, qu'il pouvait aller très vite et il a assuré totalement. Je pense qu'il n'y avait pas mieux à aller chercher pour lui. Peut-être la P2, mais pour ça, il fallait partir peut-être un petit peu plus haut. Au passage, pour parler un petit peu de ces quelques tours où Ferrari a tergiversé, je trouve qu'ils ont mis un petit peu de temps avant de se rendre compte que Leclerc avait vraiment un problème et que Sainz était vraiment plus rapide. On aurait pu le laisser passer et ça aurait empêché peut-être que Pérez ne s'échappe à ce point. Vu la physionomie de la course, il y avait un petit peu mieux à faire. Rien de dramatique à l'arrivée, ça peut peut-être même pas coûter de points, mais c'est encore un petit peu perfectible. Après, pour ce qui est d'avoir arrêté Leclerc avant Sainz sur le premier arrêt, ce qui l'a fait repasser devant, arrêtons tout de suite les trucs de favoritisme et de machin. Non, Leclerc avait un souci avec ses pneus, fallait l'arrêter au plus vite, donc ils l'ont arrêté. Voilà, simplement, il est repassé devant et Sainz ensuite est passé. D'ailleurs, globalement, dès que ça touche à Ferrari et aux coéquipiers, on a tendance un petit peu à paniquer, à stresser, mais ça s'est toujours très bien passé entre Leclerc et Sainz. Et depuis un an et demi, on a l'habitude de les voir se battre en piste. Il n'y a jamais eu le moindre problème, c'est toujours très propre entre les deux. Ça l'était encore une fois. Donc non, Ferrari, c'est un excellent week-end de course, évidemment. Red Bull est au-dessus, et il y a 2-3 petits détails qui font que peut-être à l'arrivée on se dit qu'on aurait pu avoir un tout petit peu mieux, mais pour un début de saison, voilà, bravo, ils ont déjà beaucoup de points dans la besace, plus que l'an dernier.
Concernant Mercedes, eh ben, c'était pas tout mal en vrai, leur voiture est effectivement bien née, il y a une bonne base, ils ont quelque chose à faire et d'entrée de jeu, ils sont dans le coup. Là, ils étaient vraiment dans le mix avec Ferrari et la surprise, c'est que c'était aussi le cas sur un tour, ce qui ces dernières années a été un petit peu leur point faible. Là, en course, c'était bien, ils ont eu beaucoup de rythme au début et ils ont un peu perdu. La faute principalement à un souci de cooling, de refroidissement qui ne se faisait pas assez bien, le package n'était pas assez bien pensé et il y a eu quelques grosses alertes sur le moteur, donc ils ont dû lever le pied et ça leur a coûté du rythme de course. Sans ça, je pense sincèrement que le match avec Ferrari était vraiment quasiment impossible à décider et que Russell et Sainz se seraient tenus vraiment toute la course, même pourquoi pas avec Perez. Russell d'ailleurs qui a été parfait de A à Z ce week-end, énorme performance en qualification et course parfaite. Voilà, il y a juste eu ce souci qui l'empêche peut-être d'aller chercher un peu mieux, mais lui a été vraiment génial. Il y a eu aussi cette petite erreur quand Leclerc lui a mis la pression. Voilà, bon. C'est un petit blocage de roue sur l'ensemble de la course et quoi qu'il arrive, j'ai tendance à penser que Leclerc, avec le DRS, aurait fini par reprendre cette position. Quant à Hamilton, week-end un petit peu bizarre de sa part, seulement 9e en qualification, mais pourtant il était très content à l'arrivée, et il nous disait que c'était parfait, que la voiture était réglée pour la course, que tout se passait comme il le voulait. Bon, la voiture réglée pour la course, on ne l'a pas vraiment vu. Il y a eu certes ce souci de cooling qui l'a peut-être empêché de remonter plus fortement qu'il ne l'aurait espéré. On voit notamment vis-à-vis des McLaren, il n'a pas réussi du tout à aller embêter Lando Norris, quand Russell lui a pu jouer avec les Ferrari. Mais bon, voilà, quand on regarde le rythme, ils avaient un rythme quasi identique, voire peut-être un poil peut-être mieux par moment pour Lewis. Donc voilà. Mais ouais, effectivement, un peu en dedans, parce que voilà, ce résultat, la qualif l'a un petit peu compromis, et j'ai trouvé que dans la course, il n'a pas su faire la différence, ni sur le premier, ni sur le deuxième relais. Donc voilà. Un peu dommage, mais globalement pour Mercedes, ça démarre avec quelques alertes, mais pas trop mal. Pas trop mal, la voiture est là. On continue de descendre, vous allez voir que finalement les équipes sont plutôt bien rangées dans ce début de saison et c'était un peu ça aussi la déception, c'est qu'on s'attendait peut-être à plus de batailles au sein des échelons. Là c'était quand même assez propre. On arrive donc sur McLaren qui a un résultat que je trouve plutôt cool. En tout cas je dirais que en l'état actuel des performances et surtout sur ce circuit de Bahreïn qu'ils n'aiment pas vraiment, ils ne pouvaient pas faire mieux hier et c'est plutôt positif. On sent qu'ils ont encore quelques trucs à régler, on l'a dit aussi, ce circuit de Bahreïn depuis quelques années, ils n'y arrivent vraiment pas, et aussi dans leur voiture pour l'instant, tout n'est pas parfaitement réglé, donc on peut s'attendre finalement à ce qu'ils ne fassent que mieux que ce qu'ils ont fait hier. Or hier, il y a déjà une 6e place, déjà une Mercedes mise dans le rétro, et c'est déjà 1 milliard de fois mieux que comparé au début de saison 2023. On rappelle qu'il n'est pas marqué de points et c'était la catastrophe à 2 tours de Verstappen. Donc là, franchement, le jour et la nuit, vraiment, il y a de bons points à ramener et une bonne base. McLaren, le résultat n'est pas brillant, mais je pense qu'ils peuvent sortir de là positif et surtout de se dire que maintenant, ils ne feront quasiment que mieux dans la perspective. C'est franchement très fort. Si on regarde du côté des pilotes, un duel que je vais énormément surveiller cette saison, eh bien on voit qu'Oscar Piastri était vraiment dans le match avec Lando Norris, mais que Norris a été devant sans souci, que ce soit vendredi ou samedi. Alors Piastri en course a été un petit peu compromis, il faut le dire, par un deuxième arrêt tardif qui a fait passer Hamilton devant, et à partir de là il ne pouvait plus faire grand chose, donc ça forcément il a perdu à chaque fois un petit peu du temps, et globalement il est moins rapide que Lando Norris, mais de très peu, de beaucoup moins qu'il ne l'était l'an dernier, donc on sent déjà une évolution. Voilà, pour l'instant sur McLaren, ok, c'est pas le week-end de l'année, vous verrez à la notation que je les ai pas forcément plébiscités, mais je me dis que c'est bien et que pour l'instant je veux en voir plus et que ce que je risque de voir ne sera que mieux. Donc je suis hypé, je suis vraiment hypé, c'est un bon début compte tenu des circonstances, on va dire. Pas le même bilan en revanche pour Aston Martin qui a pris, je crois, un petit coup dur. Alors en vrai ça va, il n'y a pas de catastrophe, ils sont largement dans le groupe des 5 équipes de tête, ils marquent assez aisément des points forcément, mais déjà il y a un écart avec Red Bull qui je pense est bien trop grand par rapport à ce qu'ils espéraient, et surtout finalement il y a un vrai écart avec les autres top teams. Finalement hier Aston Martin a été dans un no man's land, il ne pouvait viser que la P9, la P10, incapable de toucher devant, pas inquiété ou quasiment pas inquiété, on y viendra derrière, donc franchement c'était vraiment un petit peu décevant. On l'a vu en course, Alonso qualifié 6e après un très bon tour, et finalement il n'a fait que dégringoler. Dès la première seconde on a vu que voilà, il n'aurait pas le rythme pour les tenir, et je trouve qu'à l'arrivée ça fait mal, c'est un petit peu loin de ce que l'équipe comptait viser vraiment, et on se dit surtout est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper, parce qu'il y a déjà un écart quoi. Ce qui fait aussi mal, c'est la différence avec l'an dernier. J'ai pris pour exemple qu'ils avaient 12 secondes d'avance sur la meilleure Mercedes l'an dernier, là ils en ont 28 de retard, un delta de 40 secondes qui n'illustre pas tout mais qui est je trouve
déjà un bon indicateur, mais aussi un beau symbole d'à quel point Aston Martin a calé en milieu d'année dernière et n'a jamais vraiment retrouvé le truc. Là, il démarre la saison bien, c'est pas une catastrophe, ils arrivent encore à être dans le mix, du bon côté de la feuille, mais par rapport au tout meilleur, il y a toujours ce truc qui manque, qu'ils n'ont pas réussi à retrouver. Et à voir sur la durée, mais j'ai comme un petit mauvais feeling sur Aston Martin, à la fois sur la voiture et son développement, et sur le côté interne, notamment vis-à-vis d'Alonso, tout ça, je sais pas, je suis pas ultra confiant pour eux, j'ai envie de dire, et j'ai hâte de voir s'ils pourront me prouver l'inverse prochainement. Alonso, justement, je passe rapidement, il n'y a rien à lui reprocher, il a été très bon en qualification et en course, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux, donc voilà, c'est très bien. Stroll, un peu dur en qualif où il ne passe pas en Q3 en prenant un écart de 4 dixièmes par rapport à Alonso, mais comme d'habitude en course, il a fait du Lance Stroll. Quand il y a des courses où il faut être seul dans son rythme et avoir personne à dépasser, Lance Stroll brille à la fin et émerge dans les points. C'est vraiment une métaphore qu'on peut reprendre très souvent, et ce malgré le fait qu'au premier virage, il est parti en spin après que Nico Hülkenberg l'ait percuté, donc il a réussi finalement aussi avec une stratégie décalée qui l'a peut-être un petit peu aidé à l'arrivée, il a réussi sans embûche à remonter, et de toute façon il y avait de la marge par rapport aux autres pilote qui courait pour les points. Donc Lance Stroll a sauvé son week-end encore une fois avec un dimanche à la Lance Stroll. Allez, on tourne maintenant la page, on prend la deuxième partie de tableau et c'est clair et net qu'il y a deux clans dans cette F1, on l'a dit, c'est quand même serré, surtout en qualif, un peu moins en course, mais il y a vraiment 5 équipes de tête qui, à la régulière, trustent toutes les places dans les points, et il y a les 5 autres équipes qui, pour marquer des points, vont devoir espérer des miracles, des coups du sort devant. En l'état actuel, pour l'instant, c'est pas possible de jouer les points et c'est vraiment fou. Les équipes de seconde zone aujourd'hui sont bien plus fortes, je pense, en comparaison compétitive par rapport à celles qui marquaient des points il y a quelques années. Mais voilà, la grille est plus forte, donc pour marquer des points, ça ne suffit plus, ça ne suffit pas. C'est notamment le cas pour Racing Bulls qui en vrai m'a plutôt déçu ce week-end. Alors déjà, le fameux trouble fête de l'hiver, au final n'en est pas un. Ils ne peuvent absolument pas jouer, ne serait-ce qu'avec les top teams, mais surtout ne serait-ce qu'avec le top 10. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis voilà, on voit que même par rapport aux équipes de la deuxième partie de tableau, ils ne ressortent pas, que ce soit en qualification, même si Tsunoda a signé la 11e place, ou en course, même si encore une fois Tsunoda était 10e et que le rythme était là jusqu'à ce qu'on décide de l'arrêter 2 fois un petit peu trop tardivement et que du coup à l'arrivée ça soit trop juste et qu'il soit dans le mauvais wagon et se fasse un petit peu avoir. Donc niveau rythme pur, peut-être que Racing Bulls était la meilleure de la deuxième partie ce week-end, mais bon, pas franchement, et j'ai trouvé que ça a manqué d'un petit palier de performance. Donc déçu, j'en attendais un petit peu mieux, j'espérais qu'ils aient plus de perf et je pense qu'eux-mêmes se sont dit « Ah mince, ça va être un peu compliqué » et à l'arrivée, c'est pas tant grâce à Red Bull, ils vont pouvoir jouer devant, c'est grâce à Red Bull, heureusement, parce qu'ils sont pas derniers. C'est un peu ça l'idée. Sinon, côté pilote, très content de Tsunoda qui a fait un top week-end, irréprochable. Il a pris sûrement un des meilleurs résultats possibles en qualif, il a devancé Ricciardo tout du long, il était en course potentiellement pour la P10, P11 à un moment donné, mais il s'est fait un peu avoir. Tsunoda, faut qu'il continue comme ça. Ricciardo en revanche déçu parce qu'à aucun moment du week-end à part la FP1, mais bon c'est la FP1, il a brillé jamais, il avait moins de rythme au global que Tsunoda et il a été derrière alors que pourtant il a été aidé par une stratégie où il a fait soft, hard, soft, le seul qu'il a fait avec les Red Bull. Donc voilà, bof, et c'est pas ce Ricciardo là que je veux voir sur l'entièreté de la saison. Ce Ricciardo là n'est pas un candidat au siège Red Bull, quoi. Pas, en tout cas pas crédible. Et pour terminer sur Racing Bulls, on va parler vite fait de l'affaire du swap en fin de course. On a échangé la position des deux pilotes, ce qui a beaucoup fait rager Yuki Tsunoda, et au final pour rien, puisque Ricciardo n'a pas pu dépasser Magnussen pour la 12e place. Ça fait un peu de la peine comme phrase d'ailleurs. Alors oui, je comprends un petit peu sur l'instant, mais au final, Ricciardo avait une stratégie décalée avec des pneus soft sur la fin. Il avait beaucoup plus de rythme sur la fin de course, c'est vrai, grâce à ses pneus. Et c'est vrai que Yuki était devant depuis le début, mais à l'arrivée, les courbes se sont croisées grâce à la bonne stratégie qui a été donnée à Ricciardo. Et donc le swap avait totalement du sens, même si c'était seulement pour la 2e place. Voilà, ça pouvait se tenter. Je comprends la frustration de Yuki qui a été devant, mais je pense qu'il aurait dû, oui, s'écarter de manière plus rapide, et en tout cas sans râler par la suite. On aurait pu lui rendre la position vu que ça n'a pas marché, mais vu que c'est pour la P12, P13, on s'en fiche. Alors Ricciardo a été plus loin puisqu'après la course il a dit, appelons ça de l'immaturité de la part de Yuki, il était manifestement frustré, mais soyons réalistes, c'est quelque chose dont nous avions parlé avant la course, il était probable que je finisse avec un soft à la fin, donc voilà, j'irai pas aussi loin sur le côté de l'immaturité, mais oui, vu que c'était prévu à l'avance et que Ricciardo avait un meilleur rythme avec l'avantage pneumatique, c'est logique de swapper les pilotes. Bon voilà, pas l'affaire du siècle, mais bon,
petit psychodrame interne à régler pour Laurent Mekies déjà. Et en tout cas, pour ce qui est de la théorie du complot de vouloir mettre volontairement Ricciardo devant, voilà, vous m'oubliez tout de suite sur cette théorie-là. Quel intérêt? Pourquoi Red Bull voit très bien qu'il n'est pas devant? Enfin, ça n'a pas de sens. Et même au contraire, on va se dire que voilà, il a eu besoin de ça pour battre Tsunoda. Je pense que c'est pas du tout favorable dans son dossier. Donc bof. On va dire que Racing Bulls, déception, point clarifié et performance à débloquer. C'était pas le week-end parfait pour démarrer la saison. En revanche, la bonne surprise du week-end, c'est clairement Haas, et on va même pas tempérer, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Déjà en qualification, il y avait du rythme. Comme l'an dernier, ils sont capables de faire des coups à nouveau. Hülkenberg qui atteint la Q3, c'est incroyable, il s'insère parmi les top teams, c'est fou, je pensais pas du tout qu'il puisse faire ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que pour une fois, pour la première fois depuis très longtemps, la Haas n'a pas dégringolé en course et elle avait vraiment du rythme. Déjà aux mains de Magnussen qui termine devant les Racing Bulls et 12e, il n'a pas du tout chuté dans le classement, il y avait match avec les autres équipes de la deuxième partie de tableau. Et surtout, aux mains d'Hülkenberg, alors c'est dommage, il a fait cette erreur de jugement au départ, il envoie Lance Stroll en spin et il doit repasser au stand, il perd un temps fou. Voilà, c'est dommage, je pense que sans ça, j'aurais aimé voir et il y avait sûrement la place pour la P11, mais quand on regarde bien, il avait un rythme semblable, voire par moments un petit peu devant aux Aston Martin. Donc ça prouve que non seulement Hülkenberg est encore une fois reparti sur des bases beaucoup plus performantes que Magnussen, 6 dixièmes en qualif et une vraie pilule en course, même s'il a été un peu aidé par la stratégie décalée. Et ça montre aussi que Haas avait peut-être un truc à jouer et était en tout cas sur le papier dans les mains d'Hülkenberg, la meilleure équipe des 5 du fond. Donc franchement c'est très positif. Ce sont d'excellents débuts pour Ayao Komatsu. Bon, faut réussir déjà à confirmer puis à se maintenir là sur l'ensemble de la saison. Ce sera déjà un défi absolument immense. Et ensuite, trouver les moyens de comment en l'état on peut faire pour aller peut-être encore plus haut. Ça c'est la 3e marche du palier pour Haas. Mais déjà, ils démarrent sûrement 100 fois mieux qu'ils ne l'avaient prévu. Et ils sont peut-être déjà à un niveau qu'ils n'espéraient jamais atteindre sur l'entièreté de la saison. Donc Haas, magnifique. J'ai un peu peur que Magnussen fasse un peu de la peine par moment parce que dès ce week-end il a été en difficulté, mais bon, il y a moyen de faire des choses. On continue de descendre avec Williams qui était parfaitement moyenne ce week-end, voilà, P13 en qualif au mieux, P15 en course. Ils n'avaient pas en l'état les moyens de se battre pour faire mieux et ils ne sont pas pour l'instant les meilleurs du fond de peloton comme ils l'étaient pourtant l'an dernier et les points sont très très loin. C'est un peu dur mais il faut aussi dire qu'à leur décharge ils ont eu énormément de soucis dans la course et que ça venait principalement du moteur Mercedes, donc voilà, doucement aussi là-dessus. Il y a un développement à suivre, je ne sais pas également si vous avez vu que des nouvelles pièces sont arrivées vraiment au dernier moment jeudi et qu'ils ont eu de gros travaux à faire au dernier instant. Bref, ça me prouve que avec les soucis qu'ils ont eu aux essais hivernaux et tout, ils ne sont pas encore au point dans cette saison. Ils n'ont pas montré 100% de leur pure perf hier. Donc il y a un petit peu à gratter. Malgré tout, c'est pas un début de saison réjouissant. Albon, c'était bien ce qu'il a fait, mais c'est beaucoup plus dur de se mettre en valeur dans une voiture qui a pour l'instant ses difficultés et un niveau plafond un petit peu compliqué par rapport aux autres. Quant à Sargent, évidemment, ça paraît pas reluisant sur le papier. Je mettrai à sa décharge qu'il était embêté par 2 soucis électroniques, à la fois en qualif et en course, évidemment, avec ce blocage de pneus là. Donc ça n'a pas aidé à faire un bon résultat, même si voilà, évidemment, en termes de rythme, il était derrière Albon, mais c'est moins cata que ce qu'il n'y paraît sur le papier. On passe à Sauber qui pourtant a un résultat réjouissant sur le papier avec la 11e place, meilleure du fond de grille on pourrait dire, mais je trouve que c'était un petit peu en trompe-l'œil. Bon déjà sur un tour ils y sont pas du tout, c'est un petit peu vraiment dur pour l'instant. Et après le résultat s'explique surtout parce qu'ils ont été bons et opportunistes sur la stratégie avec Guan Yu Zhou qui s'est bien accroché et qui a fait une top course. Il était à la P10, il est tombé P9 quand Stroll est repassé et à l'arrivée ça a tenu vis-à-vis de ceux qui poursuivaient derrière, mais quand on regarde les vrais rythmes de course comparés entre les équipes du fond de peloton, il y a de quoi être un petit peu, pas inquiet, mais voilà, déçu par Sauber qui pour l'instant n'y est pas vraiment et en toute logique aurait dû se faire manger hier. Après, il faut s'accrocher au positif, et en vrai, cette 11e place de Zhou, elle montre qu'il y a moyen dans les courses de tenir, de s'accrocher, de saisir des petites opportunités, mais voilà, c'est pas la joie et on sent quand même que le potentiel est assez limité, qu'ils vont pas monter très haut. On rajoute à ça les 52 secondes d'arrêt pour Valtteri Bottas, ça fait vraiment tâche. Et si c'était une autre équipe du tête de peloton qui avait fait cette erreur, on en parlerait pendant des heures. C'est pas évident, Bottas qui avait fait un top départ d'ailleurs, mais qui s'est fait avoir au premier virage et qui du coup a tout perdu d'entrée de jeu. Voilà, Stake démarre comme Alfa Romeo, on risque de pas beaucoup les voir, c'est pas si mal tout en n'étant pas réjouissant. Ça va être l'équipe parfaite pour squatter le fond de classement. À voir si de temps en temps ils peuvent saisir une opportunité.
Et puis enfin, évidemment, on a Alpine, que ça fait mal d'en parler en dernière position, mais oui, ils sont bien la dernière force du plateau. En qualif, c'était évident, P19, P20, et c'était aussi le cas en course, puisque termine derrière eux seulement Sargent et Bottas, qui ont tous les deux eu des soucis extérieurs. Évidemment, c'est la catastrophe, même si on s'y attendait. Franchement, je m'attendais quand même pas à ce que ce soit dernier. D'ailleurs, je peux vous afficher maintenant le graphique qu'on avait fait la semaine dernière pour les essais hivernaux sur la hiérarchie potentielle que j'imaginais à Bahreïn. Vous voyez que j'ai rajouté des points rouges, qui est selon moi le niveau de perf de ces équipes réel ce week-end. Je suis très bon vis-à-vis du top 5. Racing Bulls, je les voyais un peu trop beaux. Alpine, c'est mon raté. Hein. Ils sont en dessous de là où je les mettais. Et pourtant, c'était déjà pas très favorable. Steak et Williams, on se maintient. Et Haas fait beaucoup mieux, surtout avec la perf potentielle qu'avait Hülkenberg entre les mains. Donc voilà, petit arrêt sur image si vous voulez vous arrêter plus longtemps. On reprend sur Alpine, qui a un problème dans tout, que ce soit sur tout rapide, sur le poids de la voiture, sur le rythme de course. C'était peut-être même pire sur le rythme de course que sur un tour. Donc ça, c'est pas réjouissant. En plus, ils ont raté l'arrêt de Gasly et ils lui ont compromis son outlap en qualif. Donc le pauvre Pierre n'a pas été aidé dans un week-end où il n'a pas vraiment brillé, où Ocon, lui, n'a pas eu de soucis, a été devant. Bon, on va dire sur Alpine, au moins là, le bilan, il est clair. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est évident, c'est raté, il faut changer plein de choses, il faut identifier ce qu'il faut changer et il faut tenter de s'y atteler. On peut se moquer, on peut pointer du doigt, on peut faire tout ce qu'on veut, passer notre temps à dire « Oh, regardez comme c'est mauvais ». Ok, ça ne changera pas. Le bilan, il est là, il est posé, il est clair. Moi maintenant, ce sur quoi je vais les juger, ça va être sur le rebond. On fera le point au tiers de la saison, puis à la moitié, on verra ce qu'ils ont potentiellement repris comme temps, les choses qu'ils ont mis en place à l'usine pour tenter de s'améliorer. On verra là-dessus. Pour couronner le tout, quelques heures après l'arrivée, on a appris que le directeur technique, Matt Harman, qui a un rôle vraiment important, et l'aérodynamicien Dirk De Beer, que j'avoue, je connaissais un petit peu moins, eh bien, ils ont tous les deux démissionné de chez Alpine. C'est pas illogique vu l'échec de ce concept. D'ailleurs, une version B est sûrement déjà dans les tuyaux à Enstone et à Viry, surtout à Enstone d'ailleurs, parce qu'à Viry, c'est que le moteur. Bon, voilà, mais c'est encore une restructuration du côté d'Alpine, alors qu'on nous avait promis que cette fois, c'était la bonne. C'est dur, c'est vraiment très dur. Pour l'instant, du coup, comme je l'ai dit, on va les oublier et on fera des points, on verra où ils en sont, mais déprimant, et je pense que ça peut vite mal tourner si jamais ça ne relève pas la barre au bout on va dire sur le moyen terme de cette saison. Je pense que ça peut quitter le navire en masse, y compris jusqu'au pilote qui, à mon avis, va vite avoir envie de se tirer de là. Dur, très dur. Allez, on passe à la rubrique habituelle de ce dépris que je garderai toujours, même si ça comporte son lot d'incohérences et de soucis, la notation des pilotes. Mais attention, cette année, j'ai changé pour tenter d'être plus carré et d'y voir plus clair. Et vous me direz si ça vous plaît. Je suis pas encore convaincu partout. Et de toute façon, le système sera jamais parfait. Mais voilà. Première chose, je passe les notes sur 10 parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Ça me donne moins de marge pour mettre des notes aux pilotes et je suis pas forcément fan, on verra sur la durée. Mais au moins, ça m'évite de mettre des notes parfois un petit peu incohérentes ou qu'on trop d'écart entre les pilotes. Et surtout, j'ai créé un barème un peu plus solide que vous voyez maintenant. 10 sur 10, c'est les perfs légendaires, évidemment. 9, c'est les perfs exceptionnelles, rares, très bonnes, celles vraiment qu'on applaudit. Les 2, 3 peut-être maximum qu'on remarque sur un Grand Prix. 8, excellente perf. Peut pas faire mieux, magnifique, très bien. 7, vraiment une bonne perf. 6, perf ok, ça passe. 5, bon, ok, mouais. 4, performance délicate. 3, vraiment très délicate. 2, performance catastrophique. 1, criminel, et j'ai même pas mis de 0 parce que ça ne serait pas possible de nommer ça. Donc voilà à peu près où on en est. Évidemment, je peux continuer de mettre des demi pour mettre potentiellement des pilotes entre deux catégories. Et notez que je mets aussi des notes sur 10 aux équipes, mais il y a 8 points sur la performance pure et 2 points sur l'exécution, à quel point le week-end s'est bien passé, à quel point ils ont fait la bonne stratégie, les bons arrêts au stand. Voilà, là-dessus, je vais maintenant vous donner mes notes et je veux bien votre avis sur ce nouveau système en commentaire. On est bien sûr en rodage, donc on peut l'améliorer. Les notes, les voici, je ne m'arrête pas forcément sur toutes. Verstappen, c'est logique, Sainz, c'est très bon, même si peut-être que je me suis un peu emballé, vous me direz. Russell, sans le souci de cooling, il aurait fait encore mieux, donc franchement, c'était très bien. Et ensuite, il y a un gros groupe de 7,5 où j'ai mis Perez, puisque quand même deuxième, c'est bien, même s'il y a un gros écart avec Verstappen. Alonso, je l'ai mis là, même si c'est qu'une 9e place, parce que franchement, je pense que je peux pas lui demander grand-chose de plus, vu le niveau de l'Aston. Même logique avec Lando Norris qui prend un bon résultat.
Leclerc, lui, pouvait faire mieux, mais sans les soucis dont il n'était pas responsable sur les freins. Je pense que s'il n'a pas les mêmes problèmes, il fait la même course, sauf qu'il finit deuxième et on lui met plutôt 8,5, donc je prends compte de ça et je lui mets une bonne note quand même. Joe et Tsunoda m'ont bien plu ce week-end, alors forcément avec des voitures de seconde zone, c'est plus dur de se démarquer dans la notation, mais franchement j'ai trouvé qu'ils ont fait vraiment une bonne perf, voire une très bonne, et qu'il n'y a quasiment rien à leur reprocher. Piastri, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie, hein, ça reste derrière Norris. Ocon, c'était ok, mais bon, dur à juger vu l'Alpine. Pareil pour Albon. Bottas, je lui ai quand même mis une bonne note parce que j'oublie pas qu'il est devant Joe en qualif et qu'il avait fait un départ de fou malade et qu'en rythme de course, il est dans les pneus de Joe, donc franchement, il aurait fait une top course s'il n'y avait pas eu de soucis. Hülkenberg, c'était très bien, même fantastique samedi. Malheureusement, il s'est gâché tout seul le Grand Prix en faisant une erreur sur Stroll et ça lui coûte au moins la 11e place, peut-être la 10e, donc dommage. Lance Stroll justement, que j'ai mis là aussi parce que son vendredi en qualif laisse à désirer, son dimanche est mieux mais ne me fait pas sauter au plafond. Ricciardo, je suis un peu déçu. On a aussi Hamilton qui est là parce que j'en attends plus d'un septuple champion du monde et il a été dominé par Russell ce week-end, notamment en qualification où sa 9e place laisse un petit peu à désirer. On retrouve après le pauvre Gasly, j'ai du mal à lui mettre plus parce que malheureusement il n'y a rien à se mettre sous la dent, il a été battu, alors je sais il y a l'arrêt au stand, je sais il y a le outlap, mais bon je peux pas mettre plus, j'espère que vous comprendrez. Sargent, oui, il y a 2 problèmes, mais quand même, voilà, il est dominé sur l'ensemble du week-end et voilà, c'est un des pilotes les plus faibles de ce plateau, évidemment. Et Magnussen, 6/10 en qualif et encore un bel écart en rythme de course, donc malgré sa 12e place qui sur le papier a l'air bonne, c'était pas un bon week-end en perf pour Magnussen, il faut le retenir. Côté équipe, pas vraiment de surprise pour ce qui est du top 4, ça reprend l'ordre de cette course, vous me direz si vous êtes plus ou moins d'accord au niveau des écarts de notes. Ensuite, As passe juste devant Aston Martin parce que franchement, vu là où on les attendait, c'est ouf, et finalement la perf était pas si loin d'Aston, donc assez incroyable. Racing Bulls, déçu, Williams moyen, Steak m'a laissé bien à désirer, et Alpine est pour l'instant la plus mauvaise équipe de ce peloton. Voilà pour les notes, j'attends les votes en commentaire et comme d'habitude dans le Google Doc qui est présent en description. La bise. Voilà, sur ce, c'était le premier des prix de la saison. J'attends vos réactions, vos commentaires, vos analyses, les choses où vous n'êtes pas d'accord, les choses où vous êtes d'accord. Dites-moi tout ça en commentaire. Je viendrai vous lire, vous répondre et vous liker en tout cas au maximum. En parlant de liker, n'hésitez pas à le faire sur cette vidéo, à vous abonner également si vous avez tenu jusqu'au bout et que vous ne l'êtes toujours pas, ce qui serait vraiment une grosse surprise. Merci à tous de votre écoute, une très bonne saison 2024 à tous, et on se quitte avec Enzo Ferrari, qui dit que pour l'instant Ferrari a 15 points de plus et un podium de plus que l'an dernier à la même époque, donc on prend tout ce qu'on peut prendre pour l'instant. À bientôt.